C'est vrai que tu es allé chercher ton surf au bon moment un peu. Ouais, et c'est pas fait exprès en fait. C'est quoi les domaines ou les clés qui font qu'on a besoin de l'IA ? On n'est pas dans un modèle qui remplace totalement l'humain, donc il faut l'avoir en tête, qui est la production de l'outil qui doit être vérifiée. Le doute était tellement pesant. L'intelligence artificielle n'est pas une personne, monsieur. Et le site, aujourd'hui, on a quand même un peu de doute. Alors bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le 3e épisode de Almost Human, donc le podcast sur l'IA qui va parler de la création de contenu assisté par IA, des entreprises et des entrepreneurs qui utilisent et qui créent des produits de l'IA. On va recevoir des chercheurs ou même des artistes qui ont des usages de l'IA beaucoup plus incongrus que la norme et les dogmes. Donc, dans ce 3e épisode, je reçois Olivier Martinez. Super heureux de pouvoir t'accueillir aujourd'hui, Olivier. Bienvenue. Merci beaucoup, je suis content d'être là aussi. Alors, Olivier, je te laisse te présenter rapidement pour ceux qui ne te connaissent pas. Et ensuite, on enchaînera sur les sujets d'IA un peu thématiques aujourd'hui et un petit peu plus applicatifs et concrets. Ok, alors, écoute, moi je m'appelle donc Olivier Martinez, j'ai 52 ans. J'ai été pendant des années product manager. Ça fait une vingtaine d'années, même si ça ne s'appelait pas exactement comme ça à l'époque. Et depuis une dizaine d'années, j'étais chez Altis Media et je m'occupais des marques 01net, télécharger.com et Meilleur Mobile. D'accord. Je suis parti d'Altis Media fin 2020 et j'ai eu la grande folie de vouloir refaire des études. Et donc, je me suis retrouvé à faire un master à Sciences Po dont la thématique était le management des médias et du numérique et où j'avais un sujet en tête qui était l'automatisation de la production et de la diffusion de contenu par l'IA. D'accord. Et donc j'ai travaillé depuis, ça fait 2 ans et demi que je travaille sur le sujet, comment on produit, comment on diffuse du contenu avec l'IA, comment ça se fait. Et c'est venu un peu depuis des années avec une question récurrente que j'avais dans mon activité professionnelle, qui était, j'avais des grandes bases de données, de produits, sur 01net ou téléchargé. Ouais. Comment je fais du contenu avec ? Alors, il y avait bien sûr l'option humaine, et j'ai épuisé beaucoup de rédacteurs à faire des fiches produits, etc., ce qui était un peu fou à l'époque. Et quand je suis parti, je me suis dit, c'est vraiment un sujet qui m'intéresse. Et j'ai soutenu mon mémoire il n'y a pas si longtemps que ça, parce que c'était en octobre de 2022, et 1 mois et demi après, ChatGPT est la sorti. Grande vague. Et là, c'est parti, mais un truc de fou. Et depuis, j'ai monté une activité de conseil et d'accompagnement d'entreprises, d'entrepreneurs, de managers ou de dirigeants, et d'équipes même, sur ces thématiques. Comment intégrer l'IA dans une entreprise ? Qu'est-ce qu'on fait avec de l'IA générative ? Est-ce que c'est vraiment intéressant ? Alors, j'ai principalement des clients médias. Je viens des médias. Mais j'ai pas que des clients médias. Ça marche. Donc voilà, en gros, c'est ça. Trop cool. C'est vrai que tu dis que tu as démarré ça il y a 2 ans. En fait, tu es arrivé pile au moment entre la vague no-code et automatisation, Make, Notion, tous ces trucs-là qui ont commencé à péter. Et là, la vague IA, il y a 1 an, c'est vrai que tu es allé chercher ton surf au bon moment un peu. Ouais, et c'est pas fait exprès en fait. C'était vraiment ça répond vraiment à un questionnement que j'avais. Ouais, un vrai besoin métier en fait. Un vrai besoin que je n'arrivais pas à adresser pendant que j'étais en poste. Et je me suis dit, c'est le bon moment de travailler dessus en fait. Et du coup, je me suis retrouvé très rapidement pris un peu par une vague, effectivement, et encore pire depuis le mois de décembre, en fait. Ouais. Depuis la sortie de ChatGPT, enfin de la nuit du 30 novembre au 1er décembre. Ça a été quelque chose de je ne sais pas comment qualifier ça, en fait. C'est trop d'un seul coup. Ouais. C'était une explosion, en tout cas, un espèce de Big Bang sur la thématique de l'IA et l'IA générative. Trop cool. Quand tu dis que tu accompagnes des entreprises médias, instinctivement, moi qui travaille dans le marketing, j'imagine que tu vas avoir peut-être du guidage sur comment intégrer l'IA avec l'humain. J'imagine que ce n'est pas forcément une démarche de remplacement, mais que c'est plutôt une démarche d'accompagnement avec un bon ratio de
gain de temps avec l'IA et de quality assurance avec l'humain. Comment est-ce que tu abordes ça? Parce que j'imagine que tu as des entreprises un peu utopistes qui se disent génial, mes employés à la porte, une IA et 3 pré-prompts et on est parti. Et tu en as qui te disent non, l'IA ça sert à rien, moi je fais confiance qu'à mes rédacteurs. Je pense que tu dois avoir un peu les deux, non? Ouais, enfin, j'ai surtout eu des gens, alors pendant que j'étudiais, tu vois, pendant que j'ai interrogé des gens l'année dernière sur le sujet, j'avais des gens effectivement un peu utopistes qui pensaient qu'ils allaient remplacer leur rédaction. Alors c'était pas des grands médias, hein, mais qui pensaient, bah voilà, tiens, il y a un truc génial qui arrive, je vais pouvoir me passer de mes humains. Bon, en vrai, non, il faut garder les pieds sur terre. Pour plein de raisons, il y a des raisons techniques, il y a des raisons sociales, il y a plein de raisons qui font que non, l'humain doit rester au cœur de tous ces métiers, que ce soit des médias, du marketing et même tous les autres. On ne peut pas confier ça à l'IA comme ça. Oui, j'ai bien dit confier. J'emploie le terme haïtien. On ne peut pas confier à l'IA tout un pan de notre activité. Alors, après, effectivement, tu as toute une palette entre le tout automatique que tu laisses tourner tout seul et le tout humain que tu diriges d'une main de fer ou pas, d'ailleurs. Il n'y a pas de règle. En fait, la vraie règle, c'est qu'il n'y a pas de règle. C'est toujours le même, tu sais, ce fameux livre. Mais en fait, il n'y a pas de règle. J'ai plusieurs clients et chaque client a des besoins spécifiques et trouve des solutions spécifiques. On n'est pas, je pense, pour l'instant, dans un ressort où on a une stratégie qui serait applicable à tout type d'entreprise, en tout cas à des secteurs, à des verticales, où on aurait une solution trouvée, qui serait, tu vois, que tu pourrais mettre ici, là, machin, et que ça marcherait. En tout cas, moi, personnellement, dans ma pratique professionnelle, je n'ai absolument pas vu encore ça. C'est-à-dire que chaque client, chaque société que j'accompagne, chaque dirigeant que j'accompagne ou chaque service que j'accompagne, chaque équipe que j'accompagne, effectivement, il y a des choses qui se retrouvent. On va faire de l'IA générative. Mais l'introduction de cette IA ou de cette IA générative dans leur process de production, par exemple, est à chaque fois quelque chose de nouveau et à chaque fois quelque chose d'original. C'est pas quelque chose, en tout cas, moi personnellement, j'ai pas encore réussi à industrialiser la chose. Ouais, bien sûr. Ok. Et un exemple concret d'entreprise, par exemple, si je suis désolé, je te fais le cas pratique tout de suite, mais disons, moi, je suis un auteur et je viens de publier 3-4 livres et j'aimerais travailler sur le 5e tome sur je sais pas, le sujet de l'agriculture. Comment est-ce que je fais avec toi? Qu'est-ce qu'on va avoir concrètement comme outil? Est-ce que tu vas travailler plutôt sur ma manière d'utiliser l'IA ou plutôt sur mon résultat pour me coacher moi, l'humain, pour mieux travailler avec l'IA? C'est quoi ton approche toi? Alors, j'ai jamais fait d'auteur en fait, puisque je fais vraiment. D'accord. Je suis vraiment, tu vois, soit de la stratégie, soit j'accompagne des services, mais c'est une bonne question et ça m'intéresse. Comment je pourrais aborder un auteur qui veut construire son 5e tome sur l'agriculture? En fait, je pense que ça va se passer en 2 phases, et les 2 phases, tu les as évoquées. Il y a une première phase qui est comprendre les outils que tu vas utiliser, comprendre jusqu'où tu peux aller, comprendre ce qu'ils peuvent faire. On est toujours sur des modèles de langage qui sont probabilistes et statistiques. Ça, il ne faut jamais l'oublier quand on utilise l'IA générative actuelle. On n'est pas dans un modèle qui remplace totalement l'humain, donc il faut l'avoir en tête. Ce qui est la production de l'outil doit être vérifiée, doit servir et doit être vérifié. Voilà. Et la deuxième partie, ça serait comment j'articule tout ça, en fait. C'était un peu ça le sens que tu voulais y donner. Comment j'articule tout ça avec mon propre travail. D'accord. Alors là, c'est aussi une autre chose, c'est comment je peux incorporer des données, des idées qui ne viennent pas de moi. Comment on faisait avant ? Comment on faisait avant, Olivier ? Ouais. Ça fait 20 ans qu'on va sur Google et qu'on tape et qu'on cherche pour avoir des infos. Ouais, c'est sûr. C'est à peu près la même chose. C'est-à-dire que tu as la même démarche.
avec l'étape supplémentaire que j'ai donnée avant, c'est-à-dire qu'il faut vraiment vérifier que ce que tu as donné la machine. Donc, de la découverte, de l'essai d'outils, et ensuite on crée sa propre base d'informations sûres dans lesquelles on peut avoir confiance, et ensuite on applique, quoi. C'est ce que je ferais en tout cas avec un auteur qui me parlerait et qui me demanderait de l'aider. En tout cas, voilà, c'est comme ça, en y pensant, ça serait ça. La vraie valeur ajoutée de toute la démarche, c'est réellement comment j'utilise les outils à un moment donné pour que ça m'aide vraiment et pas que j'y passe trop de temps. Encore une fois, si tu utilises, alors on va parler de ChatGPT, mais n'importe quel modèle de langage, si tu mets 3 heures pour te sortir un résultat qui t'intéresse, ça n'a aucun intérêt en fait pour toi en termes de productivité. Au contraire, tu vas perdre en productivité. La première chose, moi, ce que je dis à mes clients, faut pas mettre de l'IA s'il n'y en a pas besoin. Oui. Ça ne sert à rien. Vous faites pas juste plaisir à utiliser la techno la plus trendy, mais vraiment... Et je peux te dire que je le dis souvent, en fait. Non, mais c'est la première chose que je leur dis, et il y a beaucoup de gens avec qui je ne travaille plus à cause de ça, d'ailleurs. Que je ne travaille pas, ou pas travailler, parce que pour plein de raisons, les gens se disent, voilà, c'est hype, on va faire de l'IA. Ouais, mais si tu n'en as pas besoin, tu n'en as pas besoin. Enfin, ça sert à rien de faire quelque chose dont t'as pas besoin. Donc voilà, c'est quelque chose en tout cas que j'essaye d'appliquer tout le temps avec tous mes clients. Okay. Je l'appliquerai aussi à l'auteur, je pense. Ça marche. Je lui demanderai, t'as vraiment besoin d'IA ? Et du coup, selon toi, c'est quoi les domaines ou les clés qui font qu'on a besoin de l'IA ? À partir de quel moment ? Est-ce que c'est une échelle ? Par exemple, tu parlais des médias que tu accompagnes. Est-ce que c'est quand on arrive à un certain nombre de rédacteurs, un certain nombre de fiches produits à générer qu'on a besoin de l'IA ? Est-ce que c'est quand on veut augmenter la productivité, la rentabilité ? C'est quoi les déclencheurs de se dire, tiens, là, l'IA, elle peut être utile ? Alors, pour moi, il y a 2 plans. Il y a le plan, on va dire, un peu process et un peu... au niveau d'une équipe ou d'une organisation où tu travailles sur de la donnée. Tu parlais des données, par exemple d'un catalogue quelconque. Dès que tu as un catalogue de quelque chose avec des données qui sont bien normées, qui sont bien rangées, etc., tu peux utiliser l'IA pour faire... Quand tu as un joli Excel, tu peux utiliser l'IA. Non mais enfin tu vois, mais c'est des bases qu'il faut rappeler. Ouais, c'est sûr. C'est-à-dire que tu as des données qui sont bien rangées, qui sont bien normées, tu peux en faire du contenu assez facilement et tu ne seras pratiquement pas déçu du résultat. Oui, parce que tu auras bien cadré la chose et que tu ne leur auras pas laissé la flexibilité et le fluff que fait l'IA un peu d'inutile, quoi. Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire que l'IA n'est jamais aussi bonne que quand en tout cas l'IA générative, que quand tu la cadres. Plus tu la cadres, meilleur c'est pour le résultat est vraiment meilleur. On en parlait avec Nicolas Spatola dans l'épisode juste avant. Il nous disait que en tant que chercheur, justement, on avait dans une IA qui est cadrée, on a de la surperformance. Là où dans une IA qui est peut-être avec plus de paramètres, plus d'informations dans son entraînement, on a forcément des résultats qui sont beaucoup moindres. Oui, totalement. Et puis, tu as un exemple simple, en fait. Si tu prends le ChatGPT, en fait, si tu commences à lui poser des questions ouvertes, tu peux avoir des réponses mais hallucinantes. Farambolesques. Qui sont drôles des fois, mais qui n'ont pratiquement ni queue ni tête par moment. Alors que si tu commences à le cadrer, si tu commences à lui dire agis de telle façon, avec je veux que tu fasses ça, comme ça, etc., tu as plutôt des résultats qui sont plutôt assez probants, meilleurs même. Et c'est exactement pareil. À une autre échelle en fait, à une autre échelle qu'individuelle, c'est-à-dire tu prends ça à une échelle d'organisation, tu te retrouves avec des données structurées que tu peux utiliser et donc tu fais beaucoup de contenu comme ça. Et là tu gagnes aussi bien en productivité que en valeur globale. Alors c'est pas qu'une valeur financière, Ouais. La valeur c'est pas que la finance, c'est pas que de l'argent, mais vraiment la valeur de ce que tu produis. Même tes équipes sont plus heureuses, toi tu gagnes du temps. Ton utilisateur il est
plutôt content d'avoir du contenu. Enfin voilà, il peut trouver du contenu, tu peux servir du contenu à des gens que tu n'aurais peut-être pas servi avant et qui cherchent. Je vais te prendre un exemple. Tu fais la comparaison de 2 fiches techniques de réfrigérateur. Alors, jusqu'à présent, tu mets 2 fiches l'une en face de l'autre. Qu'est-ce que tu vas comparer? La hauteur, le truc, tu as 2 fiches techniques, la dimension et tout. C'est pas parlant du tout. Si à partir de ces 2 fiches techniques, tu peux à la volée, ou même le faire un peu avant, mais même à la volée, générer un petit texte qui va avec. C'est-à-dire qu'au-dessus de ces fiches techniques où tu as ces trucs, tu es obligé, toi, d'aller de trucs. Lui, il est plus grand, lui, il est plus petit, etc. Tu as ton petit texte qui t'a résumé toutes les différences qu'il y a. Le réfrigérateur A est plus grand de 10 cm et un bac à glace de ceci, de cela. Enfin, je ne connais pas toutes les spécifications. Ouais. Mais voilà, ça te permet d'aller de servir du contenu qui est utile et qui est beaucoup plus simple à appréhender pour les gens. Ouais, les points de différence, ça c'est sûr que quand la donnée est bien cadrée, il va aller juste faire le comparatif et nous donner le résultat. Ça, c'est sûr que on va gagner beaucoup de temps sur ce genre d'application vraiment concrète. Moi, ce que j'ai peur aujourd'hui, c'est qu'on est dans une phase de remplacement, parce que tout le monde est dans cette utopie de je vais remplacer. Mais j'ai peur que ça aille trop loin dans le mal que ça va faire à la société. En fait, ça vend un rêve malgré elle, parce que la technologie est tellement révolutionnaire que nous, pauvres petits humains rêveurs que nous sommes, on a tout de suite eu ce truc de dans 10 ans, on est à la plage avec un livre et la société tourne toute seule. Ouais, alors ça, j'y crois pas du tout. et effectivement, mais c'est pour ça qu'il faut mettre de l'éthique, je pense, dans toute cette démarche. C'est-à-dire que alors c'est difficile de mettre de l'éthique en vrai, dans un monde tel que le nôtre, financiarisé, où la performance est calculée. Puis elle est calculée pas sur le fait que tu fasses quelque chose de bien, mais quelque chose de rentable. De rentable. Et rentable, c'est pas forcément bien. Ça, voilà, c'est exactement. Donc, je crois que c'est aussi à chaque acteur de toute la chaîne, quand tu fais des produits IA, d'avoir une éthique et de se dire que là, ça va trop loin. C'est un peu comme dans l'utilisation des données personnelles ou des données tout court. Dans les projets d'IA qui utilisent des données personnelles, chaque acteur, du dev au data scientist, au product manager, jusqu'au CIO, si tu veux, doivent se poser la question, ce que je fais là, à ce moment-là, est-ce que, éthiquement, c'est quelque chose que j'assume ou pas? Ouais. L'éthique, elle est... Parce que c'est plus forcément incarné, vu que c'est fait par une tierce personne, enfin, intelligence artificielle. L'intelligence artificielle n'est pas une personne, monsieur. Pas encore. Aujourd'hui, quand tu parles à Kevin sur tel site, aujourd'hui, on a quand même un peu de doute. Tu peux avoir des doutes dans tout maintenant. Ouais, c'est impressionnant. Ce qui était, d'ailleurs, c'est un peu, je digresse un peu, mais tu vois, on peut avoir des doutes en tout. Et c'est ce que je dis à mes clients médias. Actuellement, il va falloir qu'ils retrouvent le rôle justement d'organisme qui valide la réalité ou pas. Ouais, d'organisme de vérité en fait. Hein. Ouais, c'est eux qui vont remonter. Alors après toute la période qu'on a eu des réseaux sociaux qui ont détruit totalement la crédibilité de l'information en elle-même, des médias, mais de l'information. Une information, ça ne vaut plus grand-chose. Avec tout ce qui s'est passé depuis, on va dire, 2007-2008, une information égale à une autre, ce que je ne pense pas. Il y a une hiérarchie, après on peut en parler, mais les médias, face à l'émergence de l'IA générative qui permet justement de créer tout un tas de contenus plus vrais que nature, les images sur Midjourney, la V5, quand elle est sortie, voilà, déjà la V4 c'était déjà une tuerie, mais la V5, alors je n'ose même pas imaginer dans un an ce que ça va donner. Ils sont là pour vérifier. Et tu vois, je pense qu'on va justement retomber à un moment donné sur des mécanismes qu'on avait peut-être oubliés ces dernières années, c'est-à-dire de gens qui vont être capables de dire, de vérifier et de dire ça. Du journalisme pur et dur.
de la vérification. J'ai vu un exemple concret de ce que tu es en train de dire. Il y avait pendant les manifs une fillette qui s'est fait embarquer par un CRS et la photo avait été retravaillée par le photographe et elle était très sombre, etc. Et tout le monde avait dit non, ça c'est juste fait par Midjourney. Et en fait, non, l'article de je ne sais plus quel média avait repris cette photo-là en couverture et a dit non, c'est bien une photo réelle. On est allé voir tel photographe, on a récupéré un snap par ici, un screen d'une story Instagram par là, machin. Et ils ont retracé que cette fillette-là, ils l'ont bien vue au bras d'un CRS et que c'était pas une image générée par IA parce que le doute était tellement pesant et le style avait été retravaillé, donc il était plus si proche de la réalité et on ne pouvait plus du tout différencier de quels est les aspects encore uniques à une réelle photo que d'une photo générée par IA. On a encore, quand on en voit beaucoup, pas mal de petits détails qui nous font dire non, ça c'est du réel. Et avec le retravail de l'artiste sur sa photo, en fait, on les avait plus du tout ces détails-là. Et donc l'entièreté de l'opinion publique se disait non, laissez tomber, ça c'est une photo générée par IA, quoi, en fait. Non, mais c'est voilà, là le rôle des médias va être primordial. C'est-à-dire que là, ils vont redevenir ce qu'ils étaient peut-être il y a 20, 30, 40 ans, c'est-à-dire des gens qui valident ou pas qu'un fait soit avéré ou pas. On va peut-être arrêter avec la post-vérité. La fake news. Ouais, c'est pas que des fake news, en fait. Ça va bien au-delà que de la j'allais dire la fake news. Ça va bien au-delà de ça. C'est vraiment un état d'esprit qu'on a tous, en fait, maintenant, sur le fait de se dire qu'une information égale à une autre. Non. Je pense qu'au final, non. Et peut-être que là, on a peut-être un moyen, tu vois, contrairement à ce que les gens pensent, de revenir justement parce qu'on a besoin de vérité, on a besoin de savoir si c'est vrai ou pas. La photo dont tu parles, il y en avait aussi une autre, tu sais, d'une dame un peu âgée aussi qui était entre deux CRS, qui était totalement fausse, oui. Et qui a été prise pour une vraie. Macron sur les poubelles, le pape avec la veste, la doudoune, voilà, etc. Donc ça encore, tu te dis, tu peux te poser des questions. Le pape avec la doudoune, tu te poses une question. Voilà. Si tu as un petit peu de et puis 3 secondes de recherche Google, tu la vois. Mais il y en a qui font vraiment, qui donnent vraiment illusion. Donc voilà, et les textes, c'est pareil. Quand tu as un texte qui est super bien écrit, qui est engageant, comme on dit, les faits qui sont présentés à l'intérieur, tu as envie d'y croire. Ah bah c'est sûr. Il y a ce biais de validation qui est très fort. Il y a une des choses que je mentionne très souvent, c'est les raisonnements par l'absurde. Et donc, un des exemples, pour ceux qui ne sont pas forcément familiers, c'est dans un gruyère, plus il y a de fromage, plus il y a de trous. Sauf que plus il y a de trous, moins il y a de fromage. Et la conclusion, c'est plus il y a moins il y a de trous, moins il y a de fromage. Ce qui n'est pas du tout vrai. Et quand le point A, dans cet exemple-là, évidemment, c'est bateau, on comprend tout de suite, mais quand le point A, c'est un article de 500 lignes, le point B, c'est un article de 500 lignes, et que la conclusion, c'est un article de 500 lignes, le raisonnement par l'absurde, il est beaucoup moins facilement identifiable. Non, mais totalement. Donc encore une fois, voilà, ces technologies sont, en fait, elles vont être ce qu'on va en faire. Je crois profondément à ça, c'est-à-dire qu'elles sont capables du pire et du meilleur. On peut prendre les deepfakes. Les deepfakes, ça peut être une vidéo de deepfake. Je sais plus, j'en ai vu une il n'y a pas très très longtemps avec la tête de Tom Cruise. Là, c'était bluffant, vraiment bluffant cet exemple-là. Mais il y en a d'autres. Sauf que les deepfakes, donc c'est pas bien parce que ça peut vraiment entraîner des fake news, des vrais grosses problèmes. Parce que là, on est dans l'image animée avec du son. Donc notre petit cerveau se dit oh là là, c'est la représentation d'un réel. Ils ont quand même pas pu faire une fausse vidéo. Voilà, c'est pas possible. Et puis d'un autre côté, les deepfakes, ça va permettre peut-être aussi aux gens de protéger leurs sources. C'est-à-dire qu'au lieu de faire du floutage, du floutage, c'est bien le floutage, mais il y a des outils pour enlever le floutage, par exemple. Tu vas mettre un deepfake à la place de la personne, tu l'anonymises vraiment, et en plus, tu gardes les expressions du visage, c'est-à-dire tout ce qui fait que tu engages justement le
spectateur dans ce qui se passe et dans ce que dit la personne qui témoigne. Dans les autres utilisations, ça m'a fait penser à Star Wars. Ils ont la princesse Leia qui est décédée feu à elle. Ils ont fini le tournage avec des images de synthèse entièrement. On dit images de synthèse, mais en fait, c'est un deepfake. Hein. C'est juste que c'est pas utilisé pour de la fake news, mais ça a permis aussi des choses. Mais donc, c'est vraiment l'usage qu'on en fait qui va déterminer la techno. Et je trouve que encore plus pour l'IA, aujourd'hui, il y a un peu cette facilité de dire « Oh, je l'utilise pour mon entreprise, je vais rien faire de mal à part juste quelques euros. » Et malheureusement, c'est déjà en train de toucher une masse de personnes énorme parce que les entreprises se disent « Moi, j'ai gagné en productivité » au détriment souvent de la qualité, de la véracité de leurs produits qui, eux, les produits de ces entreprises qui utilisent l'IA, touchent la masse de consommateurs. Il y a quand même deux aspects là-dedans. C'est-à-dire que si tu arrives à automatiser quelque chose qui est fait par un humain, il faut se poser la question de pourquoi tu y arrives. C'est-à-dire que pourquoi... la vraie question, sans être provoquant, c'est de se dire pourquoi on arrive à automatiser certaines tâches humaines et qu'on ne le met pas en pratique. Il y a plein de raisons. Il y a une première raison qui est peut-être que l'automatisation elle n'est pas aussi bonne que ça et que le résultat n'est pas à la hauteur de l'expérience qu'on y met. Peut-être que c'est un coût qui est trop fort, trop haut. Je préfère continuer à faire écrire mes fiches produits par une armée de rédacteurs parce que ça me coûte moins cher que de créer mon propre modèle de langage, de l'entraîner, etc. Et qu'il faudrait, 3 ans pour rentabiliser ça et je ne sais pas ce que je ferai dans 3 ans. Tu peux te dire ça. Et puis tu as une autre raison, tu as encore d'autres raisons, mais il y en a une autre qui est sociale, celle-là. Je reviens à l'éthique, etc. C'est-à-dire que tu peux aussi te dire, non, je ne vais pas détruire non plus le travail et la vie des gens à un moment donné pour quelque chose qui effectivement va me faire un peu gagner d'argent sur le moment, mais dans 3 mois, mon concurrent aura fait la même chose. Donc en fait, j'aurai plus d'avantage concurrentiel. Dans 6 mois, tous mes concurrents auront fait la même chose. Donc en fait, qu'est-ce qui se passera ? En fait, celui qui sera vraiment détonnant dans 6 mois, c'est celui qui aura gardé ses rédacteurs humains et qui sera capable de produire du contenu autre que du contenu généré par l'IA et qui sera capable de le prouver. Mais il y a déjà des médias qui signent contenu entièrement 100% généré par humain en bas de leur page, en bas de leur article, etc. C'est très drôle de voir ça tout de suite. De toute manière, il y a toujours les pour et les contre dans toutes les technos qui arrivent, etc. Mais là, on a tout de suite vu cette dichotomie arriver. Et surtout, je prends l'exemple, par exemple, là récemment, il y a Grimes, la chanteuse, qui a dit qu'elle donnait l'entièreté, l'autorisation à qui voulait de prendre sa voix, d'entraîner un modèle et de générer des musiques par Grimes alors qu'elle n'y a jamais touché. Et elle offrait 50%. Elle laissait la possibilité à la personne qui a produit la musique de toucher 50% des royalties. Et d'un autre côté, il y en a un artiste sur TikTok qui a fait un clip, qui a fait de l'audio avec Drake et The Weeknd. Et lui, il s'est fait bannir son son qui avait fait des millions de streams de partout. Et Universal fait des communiqués dans les médias en disant vous êtes soit du côté des artistes et de la création, soit du côté des voleurs utilisateurs d'IA, quoi. Et ils postent comme ça à travers tous les médias dont ils peuvent et sur tous les leviers où ils peuvent appuyer. La dichotomie se fait instantanée et je trouve ça plus intelligent qu'un artiste dise, même si c'est temporaire, allez-y, utilisez l'IA, moi je vous laisse cette possibilité-là, cette porte ouverte, plutôt que de dire non, je me bats, c'est entièrement contre, voilà mon avis entièrement contre, parce que on connaît tous des entreprises qui n'ont pas voulu prendre le pas et qui sont mortes, les entreprises qui n'ont pas voulu passer à l'imprimerie digitale, qui n'ont pas voulu passer plein de pas technologiques, et je trouverais ça dommage de se confronter aujourd'hui alors qu'elle n'est pas développée à l'IA. Et surtout que ces entreprises-là, parce que tu évoques la musique, elles ont déjà vécu un truc de malade. Alors, tu étais trop jeune, certainement. Je l'ai vécu en plein. Qui est l'arrivée du MP3, qui les a détruits.
C'est-à-dire que le modèle économique qu'ils avaient, qui était basé sur la Avec vente le de CD. CD, donc avant le vinyle, les cassettes, puis le CD, où il se faisait vraiment un max d'argent sur la vente de produits physiques, qui était la musique, ça les a complètement détruits. Et ils sont en train de recommencer exactement le même principe. Avec à l'époque aussi des artistes qui disaient, mais en fait, non, en fait, laissez ma musique En digital. Laissez-la se diffuser. Je vais perdre de l'argent peut-être à un moment donné. Alors, c'était pas tous les artistes, hein, bien sûr. Il y en a des exemples très connus qui se sont battus contre Napster, etc. On peut reprendre Metallica, tous ces groupes-là, qui étaient très, très, très vindicatifs contre toute cette avancée technologique, même si je ne sais pas si c'était vraiment une avancée, mais en tout cas, tout ce changement de distribution de la musique. Mais au final, qu'est-ce qu'on a réussi à faire ? On a réussi à faire des plateformes de streaming. C'est pas la technologie en elle-même qui était le problème, c'est bien le mode de distribution et c'était bien la répartition de l'argent. Actuellement, la répartition de l'argent, elle n'est pas beaucoup mieux. Non, c'est sûr. Les artistes, quand tu es un petit artiste, tu ne touches pas grand-chose. Ce que tu évoques de 50-50, par exemple, c'est une bonne réappropriation de son travail, en fait, de sa voix à cette chanteuse, que je ne connais pas, je suis trop vieux. C'est pas la femme, mais la compagne d'Elon Musk avec qui elle a eu l'enfant qui s'appelle X, quelque chose. Ok, je la connais quand même pas. Je sais pas ce qu'elle fait en tout cas. Voilà, je connais pas l'artiste en elle-même. Mais en tout cas, oui, la démarche, pourquoi pas ? Enfin, c'est une réappropriation par l'artiste de son art, en fait, de son organe vocal qui lui permet de faire son art. Pourquoi pas ? La blockchain et le Web3, enfin tout ce qui était autour, permettent aussi aux artistes de se réapproprier eux-mêmes. Cette tokenisation de leur droit. Au moins, j'ai envie de te dire, c'est au moins quelque chose qui est dans le sens, je pense, de ce qui va se faire dans les années à venir. Ouais, déjà dans la démarche. Et je suis encore très très étonné, tu vois, de ces grandes maisons de disques qui sont en train de refaire exactement la même chose, c'est-à-dire de se battre comme des fous contre une technologie qui arrive. Ils n'y arriveront pas. Non, mais les mêmes causes produiront les mêmes effets. Ils vont se prendre une claque à un moment donné. Et je ne comprends pas pourquoi ils n'essayent pas d'accompagner le mouvement. Mais ils devraient être les premiers là-dessus. Ils devraient dire à leurs artistes, vous vous rendez compte, vous, en tant qu'artiste, même si vous êtes ultra performant, vous allez sortir quoi ? 1000 titres dans votre carrière ? Peut-être ? Et si vous laissez des producteurs qui vous kiffent, des fans, produire peut-être 10 000, 100 000 titres de votre nom, même si vous n'avez que 50%, vous avez tout intérêt. Et même eux, en tant qu'Universal distributeur, ils ont tout intérêt à avoir 1 milliard de streams plutôt que 10 millions de streams où ils ont genre un plus gros pourcentage. Et je pense qu'ils devraient être les premiers à essayer de d'étendre et d'avoir la croissance. Je pense que, après c'est un calcul mathématique, c'est à voir, c'est simple. Est-ce qu'ils préfèrent avoir 20% d'1 milliard ou 50% de 10 millions ? C'est à eux de choisir. Mais c'est un gros débat. Et moi, je trouve que pour l'artiste en lui-même, il y a plus d'intérêt à aller vers cette démarche nouvelle, plus proche de ses fans, plus proche de sa commu, et plus proche des usages et des technos actuels, que d'essayer de croire à son manager qui te dit non, regarde pas là-bas, reste ici. Bon, après, il y a quand même des questions. Là, on va retomber encore sur l'éthique, sur des questions un peu philo, de à qui appartient la création, comment elle est faite, etc. Si tu utilises ma voix, par exemple, est-ce que réellement c'est moi qui participe à cette création ? Tu vois, il faut aussi réfléchir à ça. C'est pas que de se dire je vais donner ma voix à ma communauté de fans. Il y a aussi l'autre pendant qui est je mets de côté les maisons de disques, tous les agents, etc. Mais qu'est-ce qui fait que quelqu'un pourrait utiliser ma voix avec ou sans mon autorisation ? Voilà. Il y a une démarche. Alors là sur le moment, j'ai pas le nom de la personne,
mais quelqu'un qui parle par exemple sur les deepfakes, en fait, qu'on aurait tous possédé son propre avatar, et comme ça on serait peinard en fait. On aurait, grâce à la blockchain, la tokenisation, etc., on serait propriétaire de son propre avatar, et si quelqu'un l'utilise pour faire un deepfake, pas de problème, il peut l'utiliser, mais comme ça se voit tout de suite. Tu sais tout de suite identifier qu'en fait c'est un fake, puisque tu n'as pas, toi, validé d'une manière ou d'une autre le fait qu'on utilise ton avatar, ton propre avatar. Pourquoi pas ? Ça peut être des choses comme ça. Je pense que ça peut être... Alors, tout ça, c'est un peu de la science-fiction pour l'instant, mais ça peut être un peu un rapprochement de toutes ces technologies ensemble qui pourrait peut-être faire émerger une nouvelle forme d'économie. En tout cas, une économie peut-être plus directe et plus redistributive auprès des artistes et des gens qui créent. Qui est plus relié au temps humain et aux contraintes classiques. Ouais, en tout cas, qui a d'autres contraintes, forcément, mais qui permet de faire, qui permet d'ouvrir un champ des possibles qui, pour l'instant, n'est pas ouvert. Voilà. Ça marche. Eh bien, moi, ce que j'aimerais pas mal conclure sur comment est-ce que toi, tu imagines, comment est-ce que toi, tu utilises l'IA et comment est-ce que toi, tu imagines utiliser l'IA dans les quelques mois à venir, sachant qu'on en parlait juste avant de démarrer l'enregistrement, on s'est tous pris une claque énorme de cette techno qui a montré, même en étant d'une imperfection, on va pas se mentir, d'une imperfection incroyable, qui a montré un champ des possibles de fou et qui a révolutionné une industrie en si peu de temps. Comment est-ce que toi tu t'en sers au quotidien et c'est quoi tes pain points qui sont pas encore résolus par l'IA Alors, le truc, c'est que j'ai de plus en plus de mal à me projeter sur le futur avec l'IA, en fait. Parce que ce qu'on vit là, tu vois, quand j'ai bossé dessus l'année dernière pour mon mémoire, je pensais que ça arriverait dans les 3, 4, 5 ans. D'accord. Vraiment, je me suis dit, ça va arriver dans le public. Voilà, pas avant 3, 4, 5 ans. Et en fait, moins d'un an après, paf. Décembre, ChatGPT, tout le monde a commencé à regarder aussi Midjourney, Dali, machin et tout. Ça y est, terminé. Tout le monde est dedans. Donc moi, j'ai vraiment de plus en plus de mal de te dire ah bah tiens, dans 6 mois, je vais faire ça. En fait, j'ai un blocage en me disant voilà. Ce que je fais actuellement avec l'IA, c'est assez simple, c'est assez basique. C'est le contenu que je génère. Par exemple, je fais une newsletter, j'ai lancé une newsletter il n'y a pas longtemps qui est sans prétention, qui est juste parce qu'on me posait beaucoup la question de savoir c'est quoi les dernières news sur l'IA. Vas-y, résume-nous ce qu'il y a depuis une semaine. Et c'est pas que j'en pouvais plus, mais il se passe tellement de trucs, etc. Donc j'ai décidé de faire une newsletter que j'envoie tous les samedis, tu vois, matin, avec 3 articles, un article de fond et puis un podcast, tu vois, le résumé. Tous ces résumés-là sont faits en automatique, bien sûr. Je choisis les articles, tout est fait en automatique, tout est rentré dans ma newsletter automatiquement, et puis ça part automatiquement. Donc, tout ça, c'est géré automatiquement. Voilà, j'ai des présentations qui sont faites automatiquement, c'est-à-dire que je mets le contenu et je dis ce que je veux, et ça me génère mes slides. C'est pas, je passe beaucoup de temps derrière quand même, en fait. Oui. En vrai, c'est pas encore efficace, mais je teste. Je teste tout ça. Moi, ce que j'aimerais vraiment, c'est que j'arrive à avoir... je sais que c'est possible, mais c'est un peu trop compliqué, en fait, pour le commun, on va dire, pour quelqu'un qui n'est pas tech, etc. Mais je voudrais avoir quelqu'un... tu vois, je te dis quelqu'un aussi. Je voudrais avoir une IA qui rédige mes brouillons de mail à la manière d'Olivier. Tu vois. Oui, pas à la manière de GPT qui a compris quelle réponse il doit donner. Qui s'entraîne à partir de tes données et qui puisse... Voilà. Alors ça existe déjà, d'une certaine manière, etc. Voilà. Bon, après, c'est pas abordable, en fait. C'est difficilement abordable pour tout le monde. Moi, ce que je voudrais, c'est d'avoir un système qui soit ouvert comme ça, assez simple, que tu puisses le faire. Alors, il y a de plus en plus de boîtes qui travaillent sur le sujet. C'est un peu compliqué. Il y a des accès à des données personnelles, donc il faut faire attention aussi. Surtout en Europe. Voilà. Puis même pour toi, tu vois, il faut savoir ce qu'on fait. Ouais, à qui on donne quoi. Ouais, c'est gentil de tout mettre dans le ChatGPT ou etc. Mais ces données-là, elles vont où ? Elles sont utilisées pour quoi ? Ce que je dis à mes clients, c'est en tout cas dans le ChatGPT, mettez rien que vous ne mettriez devant quelqu'un, dans la vraie vie. C'est-à-dire que
Si vous donnez, je ne sais pas, un tableau Excel avec des résultats dessus, ça veut dire que ce tableau Excel avec ces résultats, vous êtes capable aussi de le donner à n'importe qui devant vous dans un café et que ça pose aucun problème. Voilà. Je pense qu'il faut avoir cette... voilà, faut l'avoir. Il faut vraiment voir ça comme ça. Je le mentionnais dans l'épisode numéro 1, mais tu sais, il y avait Samsung qui avait... des utilisateurs de ChatGPT avaient leak des informations de Samsung parce qu'eux travaillent avec ChatGPT avec leurs data sensibles, quoi, directement. Enfin, sûr. Oui. Donc ça, il ne faut absolument pas le faire. Et je pense qu'à un niveau personnel, c'est pareil. Donc, toi, tu aimerais tes mails... là où tu utilises tes mails et aussi peut-être une version de l'IA plus localisée et moins ouverte aux usages et à la privacy. Un vrai assistant personnel. Un vrai assistant personnel, et je pense que c'est un peu le sens de l'histoire en fait pour nous. Tu vois, je te parlais tout à l'heure de la personne qui disait avoir son avatar propre, et ben avoir son propre assistant personnel aussi. Tout avec ses garde-fous sur les données, et en sachant aussi que ça reste des modèles probabilistes, statistiques, autorégressifs, à qui on ne peut pas faire confiance. On n'a pas une confiance totale. C'est pas possible. Ouais, c'est ça. Il faut vraiment garder en tête que ce n'est pas de l'algorithmique basique, c'est vraiment de la probabilité mathématique. Et des fois, par exemple, ça peut vraiment être la meilleure des choses parce qu'on a besoin justement du taux d'erreur, de la probabilité de réussite, mais des fois on a besoin de véracité plutôt que de la probabilité. Ouais, et tous ces modèles sont basés là-dessus, c'est-à-dire que ça a beau être bluffant, ça a beau être de plus en plus avec 400 milliards de paramètres, tout ce que tu veux, etc. Le socle de tous ces modèles, c'est de la probabilité. Et la probabilité, on aura beau faire des modèles de plus en plus grands, et d'ailleurs, si tu écoutes un peu ce que dit Sam Altman, il commence à en parler aussi, c'est-à-dire il commence à dire c'est pas parce qu'on fait plus grand que c'est mieux, etc. Donc il commence, tu vois, à inverser le truc. Tu as des gens comme Yann Lequin qui disent très clairement ces modèles de toute façon sont voués à disparaître, ces modèles probabilistes, il faut qu'on trouve autre chose parce qu'on n'arrivera jamais à dépasser ce problème intrinsèque à ces modèles qui sont probabilistes. Alors je ne sais pas ce qu'ils vont trouver, je ne sais pas ce qu'on va faire plus tard. Encore une fois, je ne vois pas l'avenir, mais c'est une piste et c'est ce qui va faire avancer les choses. Mais tant qu'on n'aura pas ça, il faut faire très très attention à ce qu'on fait avec ces IA. On est très content d'avoir eu ChatGPT. Il y a des rumeurs comme quoi il ne devait pas être prêt, on devait attendre GPT-5, etc. Mais je pense qu'on est tous très contents d'avoir pu voir l'état actuel de la techno, de pouvoir la tester. Et je pense que même eux, du côté recherche et développement de l'outil, d'avoir des milliards de tests utilisateurs et de retours, ça permet tout de suite de guider vraiment l'usage dans une bonne direction. Merci beaucoup Olivier, c'était un super échange, ça m'a beaucoup plu de te recevoir. Merci à toi, c'était très sympa. Génial, merci beaucoup. On se retrouvera sur le prochain épisode qui sera le 4e épisode. Merci d'avoir suivi le podcast, il est disponible sur Spotify, Deezer, Apple Podcast et Google Podcast, et je vous mettrai tous les liens disponibles d'Olivier dans la description de l'épisode pour que vous puissiez le retrouver également. Merci Olivier. Merci à toi. Salut. Ciao.